Après 14 ans de mariage, ma femme a fait ses valises et m'a dit « Je pars en voyage avec un autre homme et je me fiche de ce que tu en penses. » Je suis resté calme et j'ai simplement répondu « Parfait, parce que demain, tu seras mon ex-femme. » Ce qui s'est passé ensuite l'a laissée en larmes. Elle pensait me détruire, mais en réalité, elle creusait sa propre tombe. Et après? Eh bien, disons que c'est elle qui a fini à genoux, désespérée et sans issue. Je me souviens encore de la façon dont Léna me souriait, comme si j'étais le centre de son monde. Ce sourire en coin, qui mettait toujours un peu de temps à atteindre ses yeux, ressemblait aux rayons du soleil perçant un orage. Mais si tu me demandais aujourd'hui ce que cela signifiait, je te dirais ceci, c'était calculé, et j'étais trop aveugle pour le voir. 2 ans après notre mariage, les choses ont commencé à s'effondrer en silence, comme du bois pourrissant de l'intérieur. Nous nous étions rencontrés tard dans la vie, vers la trentaine, et nous nous étions rapprochés rapidement lors de longues nuits de travail dans notre cabinet d'architecture. Elle était magnétique, belle d'une manière subtile et élégante, du genre qui dégage une confiance naturelle. Elle parlait souvent de vouloir une vie simple, des enfants, un chien, un jardin. Quand nous nous sommes mariés, elle a quitté son travail pour devenir femme au foyer. Elle a fait comme si c'était son rêve, et je l'ai cru. La maison était toujours impeccable. Quand je rentrais du travail, je trouvais des dîners que je n'avais jamais demandés, l'odeur des épices flottant dans l'air, et sa voix fredonnant doucement dans la cuisine. Au début, c'était charmant. Puis, ça a commencé à sembler trop beau pour être vrai, comme si elle peignait une image parfaite en sachant que je l'admirerais pendant des années. Pourtant, j'étais heureux, du moins, c'est ce que je pensais. Nous essayions d'avoir un enfant, ou du moins, c'est ce qu'elle disait. Mois après mois, elle me disait que ça n'avait toujours pas marché. Je n'ai jamais trop insisté, elle semblait bouleversée à chaque fois. Ce que je ne savais pas, c'est que sa tristesse ne venait pas de son incapacité à tomber enceinte, mais de son incapacité à arrêter de voir un autre homme derrière mon dos. Tout a commencé le soir où j'ai quitté le travail tard. Un collègue, Charles, m'a convaincu de prendre un verre après le boulot. J'ai envoyé un message à Léna pour savoir si ça ne la dérangeait pas. Elle m'a répondu gentiment, en disant que je méritais bien un moment de détente, que je devais en profiter et qu'elle me réchaufferait mon dîner à mon retour. J'ai souri en lisant ça. Merci mon Dieu de m'avoir donné la meilleure femme du monde. Puis, sur le chemin du retour, je l'ai vue. En passant par une rue peu fréquentée, j'ai aperçu une silhouette familière sous la lumière jaunâtre d'un lampadaire. Elle riait, la tête rejetée en arrière, la main entrelacée à celle d'un homme que je ne connaissais pas. Ils ne m'ont pas vu. Je suis resté figé derrière un arrêt de bus, le cœur coincé dans la gorge, chaque respiration s'accrochant à ma poitrine comme un hameçon planté dans mes côtes. Ce n'était pas seulement le fait qu'il se tenait la main. C'était son visage, ce même sourire en coin, sauf que cette fois, il atteignait ses yeux. Mon monde s'est écroulé. Je suis rentré chez moi comme un homme en train de se noyer. Chaque mot qu'elle avait dit sur l'amour, la fidélité, notre avenir ensemble, tout sonnait creux, comme une cloche fissurée. Je ne l'ai pas confrontée ce soir-là. Je n'ai rien dit. Je suis simplement resté assis dans le noir pendant qu'elle dormait paisiblement à côté de moi, comme si de rien n'était. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose d'irréversible. Dans les jours qui ont suivi, les signes sont devenus évidents. Mots de passe modifiés, lingerie neuve qu'elle ne portait jamais avec moi, un intérêt soudain pour des produits de beauté qu'elle considérait autrefois comme du gaspillage d'argent. De petits détails qui, mis bout à bout, formaient une vérité accablante. Puis, un matin, alors qu'elle prenait sa douche, elle a laissé son téléphone déverrouiller, une erreur rare. J'aimerais dire que j'ai hésité, que j'ai été noble. Mais non. Mes doigts ont agi tout seuls. En quelques secondes, j'ai tout trouvé, chaque mensonge, chaque message rempli d'intimité, des photos d'eux ensemble dans des hôtels, partageant des desserts, des selfies sous la lumière du coucher de soleil, ma femme, radieuse dans les bras d'un autre homme. Et puis, le pire, une conversation sur un week-end en amoureux. Un séjour dans un hôtel de luxe pour célébrer leur première année ensemble. Une année. Je me suis assis dans le salon, fixant l'écran où la femme que j'aimais fondait en pixels, murmurant des mots doux à un autre homme. Je me suis senti vide. Le lendemain matin, Léna m'a embrassé sur la joue et m'a dit qu'elle allait rendre visite à sa vieille amie, Tasha, mercredi. J'ai souri et hoché la tête, feignant l'ignorance. Elle était rayonnante, plus lumineuse que je ne l'avais vue depuis des mois. Maintenant, je savais pourquoi.
Je lui ai simplement dit, j'espère que vous passerez un bon moment. Mais intérieurement, je préparais déjà la chute de son monde. Le lendemain, j'ai inventé une excuse au travail, disant que j'avais une urgence chez le dentiste. Elle est partie tôt, valise à la main, son parfum imprégnant encore l'air. Je l'ai regardée par la fenêtre pendant qu'elle s'éloignait, chaque pas portant un mensonge. Plus tard, j'ai reçu un message d'elle. Tasha te passe le bonjour. Trop bien de se retrouver. J'ai simplement répondu par un pouce levé, comme si j'étais occupé au bureau. Mais en réalité, j'avais déjà engagé un détective privé. Il a commencé à la suivre dès qu'elle a quitté la maison, à 19h42. La première photo est arrivée, Lena au bord d'une piscine, enroulée dans un peignoir, un verre de vin à la main. À côté d'elle, le même homme que j'avais vu cette nuit-là. Ils s'embrassaient. Je suis resté à fixer la photo pendant des heures. Ce n'était pas juste une trahison, c'était une annihilation. Elle n'était plus ma femme, elle était une étrangère portant sa peau. Le lendemain matin, elle m'a envoyé un autre message. Salut, mon amour, j'espère que tu manges bien. Ma carte ne fonctionne pas, tu peux me transférer de l'argent? C'est à ce moment-là que j'ai basculé. J'ai répondu. Elle ne fonctionne pas parce que je l'ai bloquée. Demande à ton petit ami de payer. Sa réponse est arrivée immédiatement, remplie d'une fausse confusion. Quoi? Je t'ai dit que j'étais avec Tasha. Pourquoi tu dis ça? J'ai éclaté de rire, un rire amer, le son d'un homme qui a cessé de saigner et commencé à aiguiser ses couteaux. C'est là que j'ai commencé à planifier la vengeance la plus douloureuse possible, celle qui détruirait chaque mensonge méticuleusement tissé, fil par fil, jusqu'à ce qu'elle soit pieds nus au milieu des ruines qu'elle avait créées. Les messages continuaient d'arriver, Lena se désintégrait plus vite que prévu. Léo, qu'est-ce qui se passe? J'ai fixé l'écran. Léo, mon nom, l'homme à qui elle avait juré fidélité, avec qui elle voulait construire une vie. Et maintenant, elle m'envoyait des messages depuis le lit d'un hôtel qu'elle partageait avec un autre homme, me demandant de financer sa propre trahison. Je l'ai laissé transpirer. Le détective privé, Noël, m'a livré un véritable trésor, photos, reçus, même une vidéo discrète du restaurant de l'hôtel. Lena, portant cette robe rouge fleurie que j'avais achetée pour notre anniversaire, portant un morceau de viande à la bouche de son amant, pendant qu'il embrassait son poignet. Le nom de l'homme était Chase Dalton, un cadre moyen dans une entreprise tech de l'autre côté de la ville. Marié, 2 enfants, 41 ans, mince, bien habillé, le cliché parfait de la tentation en costume. Et il n'avait aucune idée de la personne avec qui il jouait. Je n'ai pas répondu à Lena pendant des heures, je voulais que le silence la dévore. Vers minuit, elle a appelé. J'ai refusé. Elle a rappelé, j'ai encore refusé. Puis mon téléphone a vibré avec une nouvelle notification, un message vocal. Sa voix tremblait. Léo, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne voulais pas te mentir. Je ne voulais juste pas que tu t'inquiètes. Je ne suis pas avec Tasha. J'avais juste besoin de temps seul. S'il te plaît, rappelle-moi. Je t'aime. Je l'ai écouté 2 fois. À la deuxième, j'ai ri. Tu m'aimes comme un vautour aime un animal mourant? Peut-être. J'ai envoyé un message glacial. Je sais déjà où tu es. J'ai tout vu. Profite bien de ta dernière nuit. Aucune réponse. C'est là que j'ai commencé les préparatifs. Ce week-end-là, j'ai déménagé. J'avais passé des semaines à transférer silencieusement tout ce qui comptait, documents, ordinateurs portables, héritages familiaux, le tout dans un garde-meuble payé en liquide. L'appartement que nous avions appelé « chez nous » me semblait contaminé, comme si son parfum s'était infiltré dans les murs. J'ai laissé une enveloppe sur la table à manger. À l'intérieur, les papiers du divorce, des captures d'écran et une lettre. Elle disait simplement: je ne suis pas l'idiot que tu pensais que j'étais. Léo. Puis je suis parti. Sans bruit, sans larmes, sans adieu. Le lundi, elle est revenue. Je l'ai su à l'instant où elle a ouvert la porte et découvert l'appartement vide. Mon téléphone a sonné immédiatement. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé, encore et encore. Je l'ai laissé s'enfoncer dans son désespoir. À 15h15, j'ai reçu un nouveau message vocal, cette fois avec une rage à peine dissimulée sous une innocence feinte. Léo, c'est de la cruauté.
Tu es juste parti. Tu ne m'as même pas parlé. Tu exagères pour rien. Rien? Ce mot a fait bouillir mon sang. J'ai décroché au prochain appel. Ma voix était glaciale. Tu m'as trompé pendant plus d'1 an, tu as dormi dans mon lit en aimant un autre homme, et maintenant tu veux dire que je dramatise. Elle a commencé à pleurer doucement, puis plus fort, essayant de me manipuler. Je ne voulais pas que ça arrive. Tu étais tellement distant ces derniers temps. Je me sentais seul. Chase m'écoutait. Et voilà, le piège. La partie où elle essayait de me transformer en méchant de sa propre histoire. J'ai souri, froid et détaché. Lena, je travaillais tard pour payer le spa où tu m'as trompé. Silence. Puis elle a murmuré. Alors, c'est fini? Je n'ai pas répondu. Léo, s'il te plaît, supplia-t-elle. Parlons en personne. S'il te plaît, écoute-moi juste une fois. Tu ne mérites pas une conversation, répondis-je, glacé. Tu mérites des conséquences. Et j'ai raccroché. Maintenant, c'était le tour de Chase. Je n'allais pas le laisser s'en tirer. Cet homme avait bâti sa maison sur les promesses que ma femme avait brisées, et il était temps de la réduire en cendres. 3 jours plus tard, j'ai rencontré sa femme, Charlotte Dalton. Je m'étais habillé de façon sobre, propre, présentable. Je me suis présenté à son studio de yoga pendant la pause déjeuner et j'ai attendu dehors, respectueusement. Bonjour, dis-je doucement lorsqu'elle sortit, un jus vert à la main. Vous êtes Charlotte Dalton? Elle s'arrêta, méfiante. Oui. Je suis Léo Hart, continuai-je. Le mari de Lena. Son visage perdit toute couleur. 10 minutes plus tard, nous étions assis sur un banc sous un vieux chêne, dans le parc. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas accusé. J'ai simplement tendu une enveloppe scellée. À l'intérieur, il y avait tout. Elle feuilleta les documents, photos, messages, réservations d'hôtel. Sur la dernière page, une note écrite en lettres majuscules. Il te trompe avec ma femme depuis plus d'1 an. Charlotte ne pleura pas. Elle murmura simplement. Je pensais que c'était dans ma tête. Que j'étais paranoïaque. J'hochai lentement la tête. Ce n'était pas le cas. Puis je me levai. Je suis désolé. Je sais que ça fait mal, mais tu avais besoin de savoir. Elle serra l'enveloppe contre sa poitrine, comme si c'était la seule chose qui lui restait de sa lucidité. Et je suis parti. Je ne me suis pas retourné. 2 jours plus tard, Lena est apparue devant mon nouvel appartement. Comment elle avait trouvé l'adresse, je ne le saurais jamais. Elle avait probablement piraté une ancienne commande de livraison ou fouillé dans un compte que nous avions partagé. J'ai ouvert la porte lentement. Elle avait l'air d'un fantôme, cernes profonds, cheveux attachés en un chignon désordonné, sans maquillage, vêtue d'un de mes vieux sweats comme une armure. « S'il te plaît, murmura-t-elle, ne me repousse pas. » Je ne répondis pas. Elle entra d'elle-même, les yeux déjà pleins de larmes. La femme de Chase l'a découvert. Elle est partie. Elle a emmené les enfants. Il me tient pour responsable. Il dit que j'ai ruiné sa vie. Je me suis adossé au mur, les bras croisés. La seule vie que tu as vraiment ruinée, c'est la mienne. Elle me regarda. Et je vis quelque chose de nouveau, la panique. Léo, je n'ai jamais voulu ça. Je suis resté silencieux. Il m'aimait, balbutia-t-elle. Il m'a promis qu'on serait ensemble si sa femme le quittait. Maintenant, il ne répond même plus à mes messages. J'ai incliné légèrement la tête. Non. Tu m'as abandonné, et maintenant tu en paies le prix. Elle fit un pas en avant, essayant de saisir ma main. Je reculai. Non, dis-je. Ne fais même pas semblant de t'en soucier maintenant. Tu ne peux pas simplement jeter tout ça aux oubliettes. Elle éclata en sanglots. C'est toi qui as tout jeté en premier. C'est alors que j'ai pris la dernière pièce de ma vengeance sur la table. J'ai attrapé une enveloppe brune et je la lui ai tendue. Qu'est-ce que c'est? Ouvre. À l'intérieur, il y avait une copie de la plainte que j'avais déposée contre elle pour détresse émotionnelle intentionnelle, accompagnée d'une déclaration officielle de son amie d'université, Tasha, celle que Lena avait utilisée comme alibi. La lettre disait: à qui de droit, je n'ai vu Lena Hart à aucun moment entre le 12 et le 17 mars.
Toute affirmation contraire est fausse. Elle laissa tomber le papier comme s'il l'avait brûlé. Tu avais tout prévu. Non, Léna, dis-je doucement. C'est toi qui avais tout prévu. Léna resta figée au milieu de mon salon, la bouche entr'ouverte, comme si elle venait de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Ses mains tremblaient. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle pensait que j'allais hurler, briser des choses, peut-être même pleurer. Mais je n'allais pas lui donner le plaisir de ma colère. Je lui offrais des conséquences. C'est cruel, chuchota-t-elle. Cruel, répétai-je. Cruel, c'est voir sa femme mentir en embrassant un autre homme dans l'ascenseur d'un hôtel. Cruel, c'est se demander si les nuits où elle rentrait en sentant le santal et le vin étaient vraiment passées avec une amie ou dans les bras d'un autre. Cruel, c'est fermer les yeux par peur de ce que la vérité pourrait détruire. Elle baissa la tête, les épaules affaissées. Je continuai, ma voix ferme. Mais maintenant je sais. Et maintenant, c'est toi qui vas comprendre ce que c'est que d'être laissé sans réponse. Elle tenta encore une fois. J'ai fait une erreur, Léo. Je le sais. J'ai paniqué. Tu étais toujours en train de travailler. Arrête. Ma voix était tranchante. N'ose même pas justifier. Ce n'était pas une simple erreur. Tu as construit toute une vie sur ta trahison. Tu as menti pendant plus d'1 an. Tu m'as fait croire qu'on essayait d'avoir un enfant, alors que tu réservais des week-ends au spa avec lui. Ses yeux se remplirent de larmes, mais je ne m'en souciais plus. Ces larmes étaient une monnaie qu'elle avait déjà dépensée pour un autre. Pars, dis-je. C'est fini. Mais elle ne bougea pas. Au lieu de ça, elle s'assit au bord du canapé, comme si elle essayait de récupérer un espace qui ne lui appartenait plus. J'ai tout perdu, mes amis, ma réputation. Ils savent. Charlotte a tout publié sur les réseaux sociaux. Ma boîte de réception est remplie de messages de gens qui me traitent de menteuse et de briseuse de ménage. Je ne répondis pas. Je n'allais pas la réconforter. Je n'étais plus son mari. J'étais sa conséquence. Elle pleura encore plus. Je pourrais retourner à mon travail, Léo. Mais ils ont tout vu. Mon ancien patron m'a envoyé un email pour me dire de ne même pas essayer de postuler à nouveau. Il a dit que je serais une tâche pour l'entreprise. Ce n'est pas mon problème, répondis-je. J'ai été stupide, cria-t-elle. J'ai cru que je tombais amoureuse de quelqu'un d'autre, mais ce n'était que du désir idiot. Ce n'était pas réel. Toi, tu étais réel. Tu l'as toujours été. Je me suis légèrement penché, ma voix tombant dans un murmure. C'est drôle. Je disais la même chose de toi. Son visage s'effondra. Je vis Léna se briser. Mais je n'avais pas encore fini. Le lendemain, je suis allé voir mon avocate, Maya Patel, une femme qui ne tolérait aucune bêtise, avec une langue acérée et des instincts encore plus tranchants. Elle avait déjà géré des divorces compliqués, mais quand je lui ai montré les preuves rassemblées, messages, photos, emploi du temps, même les relevés financiers prouvant que Léna utilisait mon argent pour financer ses rencontres, elle sourit. C'est réglé, dit-elle. Tu t'en sors proprement. Je veux qu'elle parte sans rien, répondis-je. Maya n'hésita pas. Alors c'est ce que nous allons faire. Elle a immédiatement demandé le gel de nos comptes communs. Nous avons également soumis des documents prouvant la mauvaise gestion financière de Léna. Comme la plupart des biens étaient à mon nom, notre appartement, mes actions, ma voiture, elle n'avait aucun levier. Léna, qui avait toujours été si fière et confiante, luttait maintenant pour survivre dans un monde qu'elle avait elle-même réduit en cendres. Mais je n'avais pas encore fini. Une semaine plus tard, je suis allé rendre visite à ses parents. Oui, ses parents. Ils m'avaient toujours apprécié, un jour, ils m'avaient même appelé « la meilleure chose qui soit jamais arrivée à Léna ». J'ai attendu que son père, Dal, soit seul sur le porche avant de m'approcher. Il leva les yeux, surpris. « Léo. Je ne vais pas prendre trop de votre temps, dis-je. Mais je pensais que vous devriez connaître la vérité avant qu'elle n'invente une autre histoire. » Je lui tendis un dossier. Il feuilleta les documents, son expression devenant de plus en plus tendue à chaque page. Lorsqu'il eut terminé, il ne dit rien. Il passa juste une main sur son visage et murmura. « Mon Dieu. Je vous crois, dit-il d'une voix basse. Je lui ai toujours dit, ne confonds pas le confort avec la faiblesse. Tu ne méritais pas ça.
ce n'était plus une question de vengeance. C'était une question de vérité, m'assurer que chaque recoin où elle tenterait de fuir était déjà éclairé. Pas de cachette, pas de pitié. Juste des faits. Ce week-end-là, je jetai la dernière boîte contenant ses affaires. Et c'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit, je pleurais. Pas parce qu'elle me manquait, mais parce que je réalisais que je ne ressentais plus son absence. Je pleurais pour l'homme que j'avais été, celui qui croyait que l'amour suffisait, qui apportait des fleurs un mardi au hasard, qui écrivait des lettres pendant les réunions parce qu'il avait envie de sa femme. Cet homme était mort la nuit où j'avais vu Lena et Chase ensemble sur le trottoir. Je pleurais pour lui. Puis je le laissai partir. 2 jours plus tard, Lena appela à nouveau, depuis un numéro inconnu. Je décrochai. Par curiosité. Sa voix était froide, comme si toutes ses larmes s'étaient asséchées, ne laissant derrière elle que de l'amertume. « Tu crois vraiment que tu as gagné, hein ?» Je souris lentement. « Ce n'est pas un jeu, Lena. Mais si ça en était un, oui, j'ai déjà gagné. Tu as ruiné ma vie. » « Non, Lena, c'est toi qui l'as fait. Je me suis juste assuré que tout le monde puisse assister au spectacle. » Elle resta silencieuse un moment. Puis elle déclara. « Je vais me battre contre ça. »« J'espère bien, » répondis-je. Parce que mes avocats adorent se battre, surtout quand l'autre camp n'a qu'une histoire que personne ne croit. Je raccrochai. Plus tard dans la soirée, je reçus un message d'un numéro inconnu. C'était Chase. Une seule phrase. « Tu n'avais pas le droit. » Je répondis immédiatement. J'avais tous les droits. Et j'y joignis une photo de lui embrassant Lena au spa de l'hôtel. Avec la date, l'heure. Incontestable. Aucune réponse. Je n'entendis plus jamais parler de lui. Mais je n'en avais pas besoin. Le silence était la preuve que la blessure était profonde. Cela faisait presque 2 mois que j'avais quitté Lena, mais les échos de la trahison résonnaient encore par moments. Dans le silence du petit déjeuner, parfois j'entendais encore son rire dans mon esprit, avant de me rappeler qu'il était faux. Chaque moment intime que nous avions partagé était maintenant flou, entaché par le doute. Mais peu à peu, je recommençais à respirer. La paix revenait. Lentement et prudemment, comme un animal blessé. J'ai commencé à courir le matin, thérapie 1 fois par semaine. Je me suis même reconnecté avec mon frère, avec qui je n'avais pas parlé depuis presque 1 an, trop obsédé par Lena. Elle a essayé d'appeler plusieurs fois. Je les ai toutes ignorées. Puis sont venus les emails, désespérés, pleins de regrets, puis colériques, puis repentant à nouveau. Un cycle classique de culpabilité et de manipulation, auquel j'étais enfin devenu immunisé. Et puis, l'email qui m'a presque fait éclater de rire. Léo, j'ai tout perdu. Mes parents ne me parlent même plus. Chase a complètement disparu. Je ne sais même pas où il vit maintenant. Je suis sans emploi, sans amis. Je veux juste recommencer. Je sais que j'ai fait une erreur, mais pouvons-nous nous voir? Juste une vraie conversation, si ce n'est pour rien d'autre, au moins pour un clôture, point. Elle voulait une clôture de la part de l'homme qu'elle avait enterré vivant. J'ai écrit un brouillon de réponse. Tu ne veux pas une clôture, Lena. Tu veux un pardon. Mais je ne suis pas prêtre, je suis la tombe où tu as enterré ton ancienne vie. Je ne l'ai pas envoyé. Ce n'était pas nécessaire. Certains fantômes sont mieux à hanter les vivants. Cette semaine-là, j'ai reçu un appel de Maya, mon avocate. Elle conteste le divorce, dit-elle, impassible. Elle n'a aucun fondement juridique pour ça, rétorquai-je. Nous le savons tous les deux. Et elle aussi. Mais elle essaie de retarder la procédure. Elle demande une médiation. Ma mâchoire se contracta. Laisse-la perdre son temps. J'apporterai les preuves. La médiation fut fixée à la semaine suivante, dans un cabinet au centre-ville. Je suis arrivé en avance, costume impeccable, esprit clair. Lena est arrivée en retard, décoiffée, épuisée. Cette confiance rayonnante d'autrefois avait été remplacée par des excuses éculées et du mascara coulant. Elle osa à peine me regarder. « Parfait, » dit Maya, prenant les devants. Elle exposa calmement le dossier, infidélité documentée, mauvaise gestion financière, manipulation émotionnelle. Chaque preuve citée comme une balle dans un barillet chargé. Lena tenta d'argumenter qu'elle avait été négligée émotionnellement.
La médiatrice, une femme aux cheveux gris et aux yeux aussi tranchants que des lames, ne broncha même pas. Vous avez commis une infidélité prolongée, mademoiselle Hart. Ce n'est pas de la négligence, c'est de la cruauté. Pour la première fois, Lena se tut. À la fin, tout était clair. Pas de pension. Pas de partage des biens. Elle partit seulement avec ses vêtements, quelques souvenirs, et les échos d'un foyer qu'elle avait elle-même détruit. Et moi, je sortis libre. 2 semaines plus tard, je reçus une lettre de Charlotte Dalton, la femme de Chase. Écrite à la main. Léo, tu ne m'as pas seulement sauvé, tu m'as réveillé. J'aurais passé des années à me culpabiliser, à essayer de le réparer, mais tu m'as donné la vérité, et c'est plus que la plupart des gens ne reçoivent. J'ai demandé le divorce et j'ai emmené les enfants. J'ai aussi lancé mon propre business. Je voulais juste que tu saches que tu n'es pas le seul à être sorti de cette histoire plus fort. Avec gratitude, Charlotte. Je tins la lettre comme si elle était en or. Ça, c'était la justice. Pas les victoires judiciaires, pas l'humiliation publique, juste la libération. 3 mois passèrent. Je m'étais installé dans une vie paisible, un nouvel appartement, quelques nouveaux amis. Je ne fréquentais personne, du moins pas sérieusement. Je n'étais pas encore prêt. Mais j'apprenais à aimer ma solitude. J'avais commencé à donner des cours du soir, introduction à la théorie de l'architecture. Mes élèves étaient jeunes, pleins d'espoir. Chaque fois que je mettais un pied dans cette salle de classe, je me rappelais ce que c'était de construire quelque chose qui comptait vraiment. Une nuit, après un cours, je m'arrêtai dans un petit café italien que je n'avais jamais remarqué auparavant. Une femme derrière le comptoir me tendit un cappuccino avec un sourire sincère. « Journée difficile ?» demanda-t-elle. Je laissai échapper un petit rire. « On peut dire ça. Vous voulez en parler ?» Je regardai ses yeux sincères, sans faux semblant. « Peut-être un jour, répondis-je. Elle s'appelait Eva. Et elle ne savait rien de mon passé. Et ça ressemblait à de l'espoir. Pendant ce temps, Lena s'effondrait publiquement. Un ami commun, un ancien collègue, m'appela. « Tu as vu sa page Facebook ?» Je ne l'avais pas vue, j'avais arrêté de la suivre depuis des mois. Mais la curiosité l'emporta. Son profil, autrefois méticuleusement soigné, était maintenant un cimetière de tristesse vague, photos de verres de vin vide, citations inspirantes, un selfie avec pour légende. Certaines personnes n'entrent dans votre vie que pour vous apprendre la douleur. Les commentaires étaient remplis de la pitié d'inconnus et du silence de ceux qui connaissaient vraiment la vérité. Elle était seule. Vraiment, profondément, méritément seule. Mais je ne ressentis aucune joie. Je ne ressentis rien. Et rien n'est plus puissant que la colère, parce que rien n'est la victoire ultime. Une nuit, je reçus un dernier email d'elle. Objet, tu as gagné. Je pars. J'ai besoin d'un nouveau départ. Tu as toujours. Toujours quoi? Elle ne voulait pas l'admettre. Peut-être qu'un jour tu me pardonneras, mais je ne l'attends pas. Tu ne me dois rien. J'espère juste que tu es heureux maintenant. Lena. Je ne répondis pas. Il n'y avait plus de colère. Plus de vengeance à planifier. Parce que j'avais déjà gagné. Pas en la détruisant. Mais en me reconstruisant. Lena ne m'avait pas seulement trompé, elle avait effacé qui j'étais, morceau par morceau. Mais la chose avec la destruction, c'est qu'elle laisse de la place pour quelque chose de plus fort. Et au final, je n'ai pas seulement obtenu justice. J'ai obtenu la liberté. Et la liberté est le genre de revanche qui ne laisse aucun sang derrière elle. Juste le silence. Le genre de silence qui dit « Tu ne m'as jamais brisé ». Commentaire Monsieur Reddit. Alors, les amis, quelle histoire intense, non? Au final, je pense que cette histoire nous enseigne quelque chose de très puissant. La vraie victoire ne réside pas dans la vengeance ou l'humiliation, mais dans le fait de se reconstruire, de trouver la paix et d'aller de l'avant sans porter le poids du passé. Le protagoniste n'a pas seulement surmonté la trahison, il en est ressorti plus fort, plus sage et surtout libre. Et au bout du compte, c'est la meilleure justice possible. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Lena a mérité tout ça? Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Dites-moi tout en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes.
Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.